cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, avant de commencer, j'aimerais remercier quelqu'un, mon deuxième abonné, ou ma deuxième abonnée, pardon, car elle m'a fait un petit peu de pub sur Twitter, et du coup j'ai vu mon nombre de vues augmenter. Je te remercie beaucoup, cher abonné, merci, ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc si tu veux recommencer, tu peux. Mais belle surprise de ta part en tout cas, merci. Alors aujourd'hui je vais vous lire le chapitre 7 des épouvantails de minuit, écrit par R.L. Stein. Désolé de tout ce retard, mais je n'avais pas forcément le temps de lire la semaine dernière. Donc c'est pour ça que j'ai un peu de retard. Et en plus sur la fin de la semaine, j'étais enfin là au milieu de la semaine j'étais un peu enrhumé, donc voilà. Alors je vais vous lire le dernier paragraphe du chapitre 6 pour que vous vous rappeliez un petit peu où est-ce qu'on en était. Je m'arrêtais net. Grand-mère Myriam venait de se retourner. Je voyais une de ses mains. Je poussai un hurlement de terreur. Sa main était en paille. Voilà pour la fin du chapitre 6. Maintenant nous allons pouvoir passer au chapitre 7. Julie, mon Dieu, mais que se passe-t-il demanda ma grand-mère. Je pointai un doigt tremblant en direction de sa main. En y regardant mieux, je me rendis compte de mon erreur. La main de grand-mère Myriam n'était pas en paille. Elle tenait simplement un balai. Elle le tenait à l'envers pour enlever la poussière accrochée à la brosse. Je me suis senti complètement ridicule. Excuse-moi, grand-mère, bredouillai-je. C'est mon allergie. Je crois que j'ai une sorte de conjonctivite. Je vois des tas de trucs bizarres depuis hier. Je vais prendre mes médicaments. C'est vrai, je commençais à voir des épouvantails partout. Je m'en voulus d'être aussi stupide. Arrête de penser à ces maudits épouvantails, me dis-je. Henri a raison. S'ils ont bougé hier soir, c'est à cause du vent. À cause du vent, tout simplement. Plus tard dans la matinée, Henri nous accompagna à la pêche. En chemin vers le ruisseau, il semblait d'excellente humeur. Il eut un grand sourire en découvrant dans le panier à pique-nique ce que grand-mère Myriam nous avait préparé pour le déjeuner. Elle n'a mis que des choses que j'aime, dit-il joyeusement. Il referma le couvercle en riant de satisfaction. On aurait vraiment dit un enfant. Sous son bras gauche, il tenait nos 3 cannes à pêche en bambou. Sa main droite tenait le panier en osier. Il avait refusé que Marc et moi l'aidions. L'air était chaud et parfumé. Le soleil brillait dans un ciel sans nuages. Au moment où nous allions dépasser la grange, Henri tourna brusquement à gauche et longea le mur. Son visage avait changé d'expression. Il semblait très concentré. Hé, Henri, mais où vas-tu? Criai-je en le suivant. Il ne parut pas m'avoir entendu. À longue enjambée, agitant le panier à pique-nique dans tous les sens, il contourna la grange, reprenant la direction de la ferme. Derrière moi, Marc se mit à ronchonner. Julie, attends-moi. Marc détestait qu'on marche trop vite, surtout en vacances. Il me rejoignit en haletant. Henri avait à nouveau changé de cap.
malaise. J'avais la désagréable impression d'être observé. J'étais certaine que ces horribles créatures me suivaient du regard lorsque je passais à leur hauteur. Du coin de l'œil, je crus en voir un lever brusquement les bras. Je me sentais idiote d'imaginer des choses pareilles, mais je ne pouvais m'empêcher d'avoir peur. Je décidai de regarder droit devant moi. Arrête de penser aux épouvantails, Julie, me dis-je. Oublie le mauvais rêve de cette nuit. C'est le vent qui les a fait bouger. Le soleil brille, tu n'as rien à craindre. La journée s'annonce très agréable. Détends-toi et profites-en. De l'autre côté du champ de maïs commençait le petit bois. Il nous fallut poursuivre notre route à travers les arbres. On entendait à présent le bruit du ruisseau. Tout à coup, Henri s'arrêta. Il se baissa et ramassa une pomme de pin. Les 3 cannes à pêche tombèrent par terre, mais il ne sembla pas s'en apercevoir. Le nez sur la pomme de pin, il observa attentivement. Une pomme de pin qui tombe à l'ombre dans sa main, ça veut dire que l'hiver sera très long, déclara-t-il. Je me baissai en même temps que Marc pour ramasser les cannes. C'est ce qui est écrit dans ton livre, devina mon frère. Henri hocha la tête. Il reposa délicatement la pomme de pin exactement là où il l'avait trouvée. Elle était encore pleine de résine, c'est bon signe, ajouta-t-il le plus sérieusement du monde. Marc pouffa de rire. Je savais que depuis un moment, il essayait de se retenir pour ne pas vexer Henri, mais là, ça lui avait échappé. Henri le regarda d'un air de reproche. Tout est vrai, Marc, tout. J'aimerais bien jeter un coup d'œil dans ton livre, bredouilla Marc, un peu mal à l'aise. C'est un livre très difficile, le prévint Henri. Je ne comprends pas très bien certains mots. Vous entendez le bruit du ruisseau? Joli, non? Dis-je pour changer de sujet. Eh bien, qu'est-ce qu'on attend? Je voudrais bien attraper quelques poissons avant midi, moi. Quelques instants plus tard, j'étais debout au milieu du courant. L'eau froide m'arrivait à m'immoler. Sous mes pieds nus, les rochers étaient glissants. Évidemment, pour pêcher, Marc aurait préféré s'allonger dans l'herbe, mais à force d'insister, je réussis à le convaincre que c'était bien plus drôle et bien plus facile pour attraper des poissons d'être debout dans l'eau. C'est surtout bon pour attraper une pneumonie, protesta-t-il en relevant le bas de son jean, pardon. Henri éclata de rire, puis, posant délicatement le panier sur l'herbe et remontant le bas de sa salopette,